Ma vie commence le 29 août 1992 à Grozny, capitale de la Tchétchénie. À cette époque, le pays est en pleine guerre contre les Russes, qui voulaient occuper le territoire. Mes parents sont originaires d'Ingouchie, c'est une république juste à côté de la Tchétchénie, qui ressemble sauf l'accent et certains mots. J'ai aussi une grande sœur et un petit frère. À l'époque de la guerre, je suis encore petit et donc j'en ai pas beaucoup de souvenirs. L'un des seuls souvenirs que j'ai, c'est notre appartement qui a été détruit par un obus. On a donc dû se réfugier chez la famille de nos grands-parents. Un jour, on a passé toute la journée dans la cave à cause de bombardements. On était nulle part en sécurité. Tout le monde courait un peu partout. Il y avait des explosions dans tous les sens. Ma grand-mère a été blessée à la jambe par un soldat sniper russe. Il avait visé la jambe exprès pour qu'elle puisse servir d'un appât, pour pouvoir abattre tous les hommes qui viendraient à l'aide. Elle s'en est sortie en rampant jusqu'à un endroit couvert où on a pu venir la secourir en sécurité. Quelques années plus tard, ma grand-mère a quitté ce monde. Son dernier souhait, c'est de me voir. On m'a ramené vers elle, mais c'était déjà trop tard. Je me souviens un jour où je trouvais le temps trop long. Je suis sorti jouer qu'un obus est tombé sur la maison, juste à côté de nous. Les éclats d'obus sont arrivés jusqu'à notre maison. Mais comme j'étais encore petit, cela m'amusait, bien loin de comprendre le danger. Ma mère en panique est venue me secourir pour me ramener à l'intérieur. Pendant cette période de ma vie, mon père n'était pas très présent. Il était blessé par un éclat d'obus qui l'a atteint à la tête et à la jambe. Il était donc en soins intensifs dans un dispensaire de la région. D'ailleurs, après que la guerre se soit calmée et qu'il a pu enfin revenir, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Il avait dû se raser la barbe, il avait une canne et des bandages à la jambe et à la tête. Il boitait aussi. D'ailleurs, il m'a donné des éclats d'obus qui ont été retirés de son corps. Mais moi, je l'ai revendu pour 3 roubles en faisant croire que je les avais perdus. Je me rappelle qu'une fois, je me suis fait réveiller en pleine nuit par des échanges de voix agressifs entre mon père et un groupe de criminels que la Russie avait relâchés pour déstabiliser encore plus la situation dans mon pays. Ils voulaient tuer et récupérer l'appartement de notre voisine, russe handicapée. Mon père ne peut pas rester indifférent face à une situation injuste, quitte à risquer sa vie. Sans hésiter, il est sorti pour défendre la voisine, qui était aussi notre amie. Mon père n'était pas armé, mais le bandit était intimidé par son assurance. La voisine a eu cette chance-là alors que plein d'autres l'ont pas eu et ont été tués et leurs biens étaient dérobés. En 1996, j'ai alors 4 ans et la guerre reprend de plus belle. À cette période, je me rappelle que mon père arrivait à nous faire vivre plutôt bien. Il était ingénieur. Quand la guerre a éclaté, on a tout perdu, son emploi, nos biens, notre appartement. Par la suite, mon père essayait de gagner l'argent en faisant différents travaux, mais il gagnait juste assez pour acheter des os d'animaux pour que ma mère fasse de la soupe pour une semaine. Je n'aime plus soupe depuis cette époque. En 1999, les femmes, enfants et personnes âgées ont pu passer dans un couloir pendant 1 heure pour fuir le pays. Les hommes ne pouvaient pas sortir car les Russes disaient qu'ils étaient des combattants. En prenant ce couloir, j'étais avec mon frère, ma soeur et ma mère. On a ensuite pris un bus qui nous a amenés en dehors de conflit. Un obus est tombé sur le bus juste devant nous. Tous les passagers sont restés. Ça aurait très bien pu être le nôtre. On est arrivé à Ingouchie chez mes grands-parents maternels, mais sans mon père. Il ne pouvait pas passer la Tchétchénie à Ingouchie. Il a fallu 1 an avant qu'il y parvienne. Selon une tradition, le père de famille ne peut pas vivre avec ses beaux-parents, ni même les voir. Nous avons trouvé un toit à Ingouchie. Un ami de mon père qui nous a laissé s'installer dans sa chaufferie. 20 mètres carrés, c'était petit, mais au moins on était réunis. Mon père nous faisait vivre en aidant les élèves de fac à côté de son travail de soudure. Et comme j'étais petit, il ne pensait que m'amuser, c'était le bonheur pour moi. Une nuit, il y avait un affrontement entre les armées russes et les résistants dans un champ juste en face de chez nous. On devait rester couché pour éviter les éclats des balles qui ricochaient sur les murs. Ça me semblait être un jeu. Le lendemain à la première heure, quand je suis sorti, j'ai découvert un massacre de corps ensanglantés au sol. Mais cela ne m'affectait pas beaucoup. J'étais déjà habitué à la vue de sang avec les blessures de mon père. La passion du cinéma m'est venue quand j'ai vu le premier film chez les voisins, c'était Terminator. Depuis ce jour et jusqu'à présent, c'est mon rêve de jouer dans ce genre de film. Quand il y avait des bons films d'action de ce genre, on allait chez les voisins pour les regarder, car c'était le seul à avoir une télé. Ce qui m'avait marqué, c'est quand le voisin ne voulait pas qu'on finisse le film car il était trop tard. On devait rentrer chez nous sans même avoir vu la fin du film.
Les autorités russes essayaient de traquer mon père car ils pensaient qu'il était de la résistance. Pour cette raison et aussi parce que la vie était très difficile et sans venir là-bas, nous avons décidé en 2004 de venir en France. Mon père a pu avoir assez d'argent pour partir en 2006. On a pris le train de Tchétchénie jusqu'à Moscou. On a voulu passer la Pologne mais on s'est fait intercepter par les Polonais, donc on a demandé l'asile en Pologne car plus d'argent pour aller plus loin. On est resté environ 1 an là-bas, le temps de regagner assez d'argent pour venir jusqu'à Paris. Mon père a trouvé moyen de nous faire partir en France via un passeur pour 2000 €. Le passeur avait une camionnette avec un matelas à l'arrière. On a roulé toute la nuit. Lorsqu'on est arrivé à la frontière, on a dû se mettre dans un genre de boîte qu'il a clôturé le temps de passer la frontière. À la frontière, le passeur a parlé en polonais avec un garde allemand. On a prié pour qu'on ne remarque pas, car on voulait absolument arriver en France. C'est fini par passer et on a continué de rouler. Le passeur s'arrête et nous dit qu'on est en France. Il part rapidement. Et on se rend compte qu'en fait, on est toujours en Allemagne. Il était 5 h du matin, tout était fermé, il faisait noir et il pleuvait aussi. On a fini par tomber sur un bar ouvert. Heureusement, le gérant était très gentil et accueillant. Il nous a donné à boire et nous a proposé de nous rafraîchir. On lui a demandé s'il pouvait nous aider à trouver un taxi pour aller jusqu'à Paris. Nous, on était à 9 h, donc très loin. Il savait qu'on parlait polonais, donc il s'est débrouillé pour trouver un taxi qui parlait polonais. On était tellement heureux. C'était comme si on avait trouvé un proche après des années de séparation. Ce taxi nous a coûté un bras, 900 €. Vu que le taxi parlait polonais, c'était très pratique pour nous. On a roulé assez longtemps. À un moment, le taxi s'arrête et nous dit qu'on est à Paris. Et il part. Et là, on se rend compte que non. En fait, on est à Düsseldorf. Il nous restait juste assez d'argent pour le train. Mais nous n'avions aucun papier. On a demandé l'aide à un passant pour nous acheter des billets. Mais il nous a dirigés vers un policier. Ce policier aurait pu nous arrêter, mais il n'a rien demandé. Il nous a gentiment aidé à acheter des billets. On arrive finalement à Paris le 29 mai 2006. Pour nous loger en urgence, on a contacté le 115. Que nous a trouvé un hôtel rapidement à Garibaldi, métro 13. L'hôtel était sale, miteux, avec des cafards, mais on était très contents. Nous étions enfin en France, loin de la guerre, mais loin de se douter qu'il nous restait encore beaucoup à parcourir. Nous avions un ticket de resto pour manger. Le Croix-Rouge nous a beaucoup aidés, et le Resto du Cœur aussi. On allait à la soupe populaire à la Père-Lachaise pour chercher du pain, de la soupe pour les SDF. Merci à eux de nous avoir aidés pendant ces moments très difficiles. On recevait une petite somme d'argent par mois, mais c'était tout juste pour survivre. On faisait la fin de marché et vendait des fruits et légumes un peu pourris pour 1 € la cagette. Ma mère en faisait de la soupe et des plats. Mon père a trouvé du travail peu de temps après, mais vu qu'il n'avait pas de papier, il se faisait exploiter sur les chantiers et gagnait seulement 30 € par jour. Mais c'était bon à prendre car cet argent nous aidait beaucoup. Très vite après notre arrivée, on a demandé l'asile. La procédure prend une éternité. Je suis ensuite envoyé au collège Jean Jaurès à Saint-Ouen, dans une classe spécialisée appelée CLA, avec que des immigrés comme moi qui ne parlaient pas français. J'arrive au 4e, on avait 1 an pour apprendre le français, et après on devait retourner dans des classes normaux. Je suis devenu très pote avec un groupe de Brésiliens. Au bout de quelques mois, on se comprenait, j'ai traîné avec eux, j'étais très bien intégré. Mais ensuite, il a fallu nous disperser dans différentes classes. L'intégration était très dure au début, car mon éducation et mes codes moraux étaient très différents de ceux de la France. J'avais toujours des problèmes car je me battais. C'était ma façon de me défendre face à moquerie. Je me retrouvais souvent dans le bureau du directeur pour ça. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas le droit de répondre par le coup. Le directeur a dû m'expliquer qu'en France, on peut insulter, mais surtout pas taper en retour. J'ai fini par comprendre, j'ai réglé mes problèmes à l'extérieur de l'école. Au bout d'1 an ou 2, on a changé de logement. Et pendant 5 à 6 ans, on changeait d'endroit très souvent. Donc je n'arrivais pas à créer de liens avec des gens. Pendant cette période, tous les soirs, j'allais chercher des repas au Resto du Cœur. Mon père bossait toujours sur les chantiers, jusqu'à ce que le patron se fasse arrêter pour travail illégal. Au bout de 2-3 ans, la demande pour les papiers nous était refusée. On aurait fait une demande et finalement, au bout de 6 ans, on a eu l'asile et les papiers. Une fois les papiers obtenus, on a pu avoir un logement plus stable dans 91, à Leuville-sur-Orge. On est resté assez longtemps là-bas. C'est là que j'ai rencontré une personne qui a changé ma vie, Daniel Descamps, mon entraîneur de la lutte. Il nous a vus dans la rue, mon frère et moi. Comme il avait déjà des adhérents tchétchènes dans son club de la lutte, il nous a invités à venir. La lutte en Tchétchénie-Ingouchie, c'est le sport national.
Grâce à lui et mon père, j'ai commencé le sport et pendant environ 6 ou 7 ans, j'ai fait de la lutte chez Daniel. Merci à lui de nous avoir accompagnés et aidés pendant toutes ces années. En parallèle, je faisais du parcours. C'est devenu une vraie passion. On a fini par déménager dans le logement actuel de mes parents à Sainte-Geneviève-des-Bois. En parallèle de collège et de lycée, je faisais des stages et des boulots de tout genre. Je travaillais dans un centre d'aéré, dans une boulangerie. J'ai étudié pour passer un diplôme d'aéronautique. Mais ça ne me faisait pas rêver. Je me suis rendu compte que j'avais enfoui mon rêve. Alors une fois que notre situation était plus stable, j'ai décidé de le poursuivre et réorienter mon travail vers le cinéma. J'ai commencé par faire des vidéos de mes sessions de parcours que j'ai publiées sur YouTube. Je n'avais pas beaucoup d'abonnés, mais je continuais car j'aimais ça. Et à un moment, j'ai décidé de me tourner plus sérieusement vers YouTube. J'ai analysé le YouTube français et je constatais qu'en France, il n'y avait pas beaucoup de vidéos un peu extrêmes comme celles que je faisais. Je suis donc allé m'acheter une caméra à crédit pour faire des caméras cachées. Au début, j'ai mis du temps à trouver mon équipe. Elle changeait tout le temps. Après quelques vidéos, j'ai rencontré Jam. C'était le seul qui était prêt à me suivre sur toutes mes vidéos. Il réalisait, il filmait et grâce à cette association, on a pu réaliser des vidéos qui ont bien marché. La première vidéo que j'ai filmée avec lui, c'est celle où je faisais semblant de tenter de me suicider pour voir la réaction des gens. C'était une sorte d'expérience sociale. Pendant 6 à 7 mois, on a fait énormément de vidéos. Au début, ça ne marchait pas trop. Après des mois d'efforts, une des vidéos avait très bien marché. À chaque nouveau abonné, ça nous poussait à faire plus. Racketeur, c'est aussi une des vidéos qui nous a fait beaucoup connaître. Et j'avais pas peur de faire ce genre de truc, car pendant mon enfance, j'avais connu beaucoup pire que ça. Le 26 novembre 2016, j'atteins mon premier million d'abonnés. J'avais du mal à croire que derrière chaque nombre, il y avait des vraies personnes. Grâce à votre soutien, grâce à vos pouces bleus, avec Jam, on s'est donné à fond. Et grâce à tous ces efforts, récemment, on a pu ouvrir un restaurant Black & Burger au cœur de Paris. Bon, maintenant, vous me connaissez un petit peu plus. Même si les 27 ans de vie, on ne peut pas raconter en 10 minutes. Je vous racontais un peu les plus grands traits de ma vie avec quelques anecdotes, même si j'en ai encore des tonnes. J'espère que cette aventure continuera encore longtemps avec vous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.